Samedi 25 septembre 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Mahaman Ousmane, était ce matin face à la presse aux côtés de son avocat pour évoquer la requête qu'ils ont introduite au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO pour demander l'annulation des résultats du second tour de l'élection présidentielle passée ici au Niger. Je vous propose de suivre un résumé de cette sortie médiatique de Mahaman Ousmane avant de le retrouver en partie magazine dans cette édition. Près de 6 mois après sa dernière sortie médiatique, le candidat de l'actuelle opposition politique au second tour des élections présidentielles 2020-2021, Mahaman Ousmane, se retrouve encore une fois face à la presse entouré de son conseil et nombreux militants des partis ayant soutenu sa candidature. D'entrée du jeu, le candidat Mahaman Ousmane a tenu à lever tout équivoque sur son silence que d'aucuns qualifient d'hibernation. Si vous ne m'aviez pas entendu jusqu'ici, c'est parce que j'ai choisi cette voie de droit. Recours au niveau de la Cour constitutionnelle, mais recours aussi au niveau des autres institutions qui vont au-delà, c'est-à-dire des institutions internationales, telles que la Cour de justice de la CEDEAO, qui est compétente sur un certain nombre de matières dans lesquelles nous avons relevé et constaté des violations avérées que nous avons relevées, documentées avec l'aide de nos conseils et soumises. Et nous espérons que le droit sera dit. Il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit des citoyens nigériens qui se sont mobilisés et qui ont exprimé des choix. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons lutter pour éviter à notre pays de se retrouver dans des situations plus difficiles qu'il ne se trouve actuellement. C'est pour cela que nous avons le devoir et la responsabilité de faire en sorte que les voies de droit soient respectées. Quant au conseil du candidat Ousmane, il s'est dit optimiste relativement à leur requête au vu de la réponse fournie par la partie gouvernementale à la Cour communautaire sur ce contentieux électoral. L'État du Niger a reconnu effectivement qu'il y a eu braquage, justement sur ce point, mais l'État du Niger répond pour dire que c'est les terroristes qui ont braqué les urnes. Et ils sont à la recherche de ces terroristes-là. C'est pour vous rassurer. C'est pour vous rassurer. C'est pour vous rassurer que notre dossier est un dossier fondé qui tient. Il a amené l'État du Niger à faire des gros mensonges sur lesquels on ne va pas parler ici, qui nous donnent l'espoir que on n'a pas eu tort d'attendre cette réponse-là pour voir ce que l'État du Niger va dire. Personnellement, j'ai la ferme conviction que la Cour va faire des condamnations sur plusieurs aspects de violation des droits de l'homme et de la discrimination. Rendez-vous donc en octobre voire novembre prochain pour la rentrée judiciaire de la Cour de la CEDEAO afin que cette requête connaisse son épilogue. D'ores et déjà, l'opposition politique appelle ses militants à faire bloc derrière son candidat Mahaman Ousmane. Voilà, vous suivrez donc à la fin de cette édition l'intégralité de cette conférence de presse co-animée par le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Mahaman Ousmane, et son avocat, Maître Lirwana Abdurrahman. La réforme de la facture certifiée était au centre ce matin d'un atelier d'échange organisé par la Direction générale des impôts pour expliquer le système électronique de facturation aux contribuables et leurs avantages. Je vous propose à cet effet de suivre quelques éléments de réponse dans ce résumé de nos reporters Halidou Bourema et Nafissatou Yahaya. Pour faciliter l'acquittement de l'impôt aux contribuables et leur offrir des services de qualité, la Direction générale des impôts DGI innove avec la réforme de la facture certifiée, objet de la présente journée d'échange. La séance de ce matin, comme il l'a dit, s'inscrit
dans le cadre du partenariat et en tout cas de la nouvelle vision de la Direction générale des impôts, de faire en sorte que vous soyez toujours au cœur de notre préoccupation. Nous avons le devoir de communiquer, nous avons une mission de service public et nous avons le devoir de communiquer avec les chefs d'entreprise que vous êtes pour que nous puissions trouver les solutions et pour que nous puissions appliquer correctement les réformes. Parce que c'est dans la communication et dans l'échange. C'est pour ça que la séance va porter d'abord l'objectif global de cette séance de ce matin, c'est vraiment un échange pour vous permettre, vous, directeurs généraux ici présents ou leurs représentants, de maîtriser ou de bien connaître les tenants et les aboutissants de cette réforme. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, nous voulons aussi échanger avec vous sur vos contributions. Il est essentiel, lorsqu'il s'agit d'un nouvel outil, pour nous, nous ne définissons pas la facture certifiée comme un simple outil de collecte des impôts, c'est aussi un outil de gestion, de bonne gouvernance pour les entreprises. C'est pour ça que nous avons souhaité que nous puissions avoir vos contributions, dans le sens aussi, pour nous, ça peut nous permettre de mieux booster vos affaires. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Finances a tenu à rassurer que le système électronique de facturation CERCEF n'est ni une pression fiscale, ni un impôt de plus avant de mettre l'accent sur tous ses avantages. La Direction générale des impôts, dans le souci de respecter les exigences de la transition fiscale, s'est engagée dans une série de réformes visant la digitalisation des procédures fiscales. En outre, elle a opté pour une nouvelle approche de maîtrise de l'assiette fiscale au moyen des systèmes électroniques certifiés de facturation, les SECEF, qui devront désormais être utilisés pour émettre des factures certifiées conformément à la loi des finances 2020. Il s'agit donc d'une obligation qui est faite à toutes les personnes assujetties de mettre en place un système électronique certifié de facturation et de délivrer à leurs clients des factures certifiées à l'occasion des ventes de biens et de services. La réforme dont nous discutons ici donc de la facture certifiée contribue en ce qui la concerne à l'instauration d'un climat de confiance et de partenariat entre la Direction générale des impôts et les entreprises citoyennes, soucieuses du développement de leurs activités dans le respect de la loi de la République. La réforme de la facture simplifiée participe donc de la volonté du gouvernement d'améliorer la mobilisation des ressources fiscales à travers notamment le contrôle de la facturation de la TVA par l'utilisation de nouvelles technologies de l'information. Pour davantage cerner la réforme de la facture certifiée, une présentation du projet a été faite. S'en est suivie la séance de questions à laquelle les représentants de l'administration fiscale ont bien voulu apporter des réponses. Le paiement des reliquats des frais de correction du baccalauréat session 2020 se poursuit depuis que le ministère en charge de l'enseignement supérieur a pris l'engagement donc de débloquer cette situation, un paiement qui se passe notamment sans quelques incompréhensions, comme nous allons le voir dans ce reportage de nos reporters Ibrahim Boubacar et Chebou Guissou. Comme promis par le gouvernement, à travers le ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche, le paiement de la 10e tranche du reliquat des enseignants correcteurs et surveillants du baccalauréat de la session 2020 se poursuit au niveau du centre de paiement. Pour le coordinateur national de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire, structure en charge du paiement, tout se déroule normalement, mis à part la lenteur qu'il explique en ces termes. Depuis que nous avons eu l'information que l'argent, il y a eu le mandatement, nous avons convoqué les camarades chaque soir, dans les soirées, de 15h à 18h pour faire les inscriptions, pour éviter les embouteillages. Quand l'argent était venu, on a fait une programmation. On a commencé par payer les grosses procurations. Quand on avait fini ça le lendemain, on a enchaîné avec les présences physiques de 8h à 18h. Et on a enchaîné de 18h à 22h, toujours avec les grosses procurations. Et chaque soir, avant de se quitter, on dit aux camarades, voilà là où on s'est arrêté et voilà là où comment on va continuer demain matin. Chaque fois, il y a une programmation de la soirée. Avant de quitter, le comité se réunit pour faire une programmation pour le jour suivant. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. Souvent, vous savez, les camarades, il y a des petits... Dans chaque organisation, il ne peut pas manquer de petits ratés. Donc c'est souvent ça. Mais si vous avez remarqué vous-même, il n'y a pas de problème. Les gens sont là, on fait appel chacun, il vient à ton tour, il prend l'argent. Ce qui a causé des problèmes, souvent c'est que les camarades n'arrivent pas à comprendre parce qu'il y a aussi les présidents du jury du bac
qu'on paye. Eux aussi, ils ont un reliquat. Donc souvent, quand ils viennent rentrer, les camarades pensent que c'est des gens qu'on fait rentrer pour qu'ils prennent. De leur côté, les enseignants dénoncent la mauvaise organisation et les pratiques de favoritisme. Il y a des problèmes même. Je pense que aussi c'est lui qui m'a précédé, il a évoqué donc certains problèmes. Je peux aussi ajouter peut-être ce qu'il a oublié, surtout l'organisation. Donc l'organisation, vous allez voir souvent il y a quoi? Il y a un désordre. Un désordre souvent émanant tantôt des camarades, tantôt des syndicalistes, tantôt aussi même du responsable. Quand je dis responsable, donc le directeur. Il y a tellement de problèmes qu'on ne peut même pas dire tous les problèmes parce qu'il y a un tas de problèmes. Premièrement, quand ils ont dit aux gens de venir pour la procuration, c'est là où ils ont failli. On ne peut pas commencer de payer les gens, la procuration, les gens qui ne sont pas en meeting. C'est eux qui seront désintéressés premièrement. Là, c'est un problème. Et s'ils ont parlé sur les procurations, ils sont en train de payer des procurations depuis le début avant-hier et ils donnent à des gens qui connaissent. Tout ce qu'ils sont, ils ont. C'est ça le premier problème. Et maintenant, c'est trop lent. C'est humiliant de dire qu'hier, depuis 9h, on a commencé jusqu'à 18h15. On n'atteint pas à 200 personnes. Et ils ont tenu l'engagement qui est au moins 500. C'est qu'à tout moment, actuellement, on est à 215. 215e position. Ils sont là-bas, ils traitent des procurations, ils traitent de n'importe quoi. Ils sont trop lents. Quoi qu'il en soit, les deux parties doivent s'engager dans une entente mutuelle pour que le paiement de ces reliquats ne fasse l'objet d'aucune polémique. Les mécanismes nationaux, internationaux et régionaux relatifs à l'esclavage ratifiés par le Niger au centre d'un atelier qui se tient depuis quelques jours à Zender, un atelier organisé par l'association de défense des droits de l'homme Timidria. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec notre correspondant à Zender, Ben Salah Moussa. Organisé par l'association Timidria en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, cet atelier de formation des parajuristes et membres de l'association Timidria sur les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux relatifs à l'esclavage ratifié par le Niger vise à contribuer au renforcement des capacités du dispositif de Timidria par la formation en droits humains pour mener à bien la lutte pour l'éradication de l'esclavage au Niger. Ce présent atelier entre également dans le cadre des activités prévues pour la commémoration de la 2e édition de la Journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes et l'esclavage qui se tiendront le 28 septembre 2021 à Zender. Ce présent atelier vise à bien outiller les parajuristes et les membres de Timidria à travers cette formation sur les mécanismes nationaux, régionaux, internationaux relatifs à l'esclavage dont le Niger a ratifié. Cette formation sera dispensée par d'éminentes personnalités et experts en la matière qui sont des personnes ressources de Timidria et aussi les représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme contribueront à la bonne réussite de cette formation. Donc, mesdames, messieurs, je fonde l'espoir qu'après cette formation de 3 jours, les parajuristes et nous tous ici maîtriserons tous les contenus des modules qui seront dispensés et nous en ferons bon usage dans le cadre de nos futures activités. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier la section Timidria des Zender pour l'accueil chaleureux et fraternel qu'ils nous ont réservé. Toute ma reconnaissance au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'appui technique et financier qu'il ne cesse d'apporter dans le cadre de l'éradication de l'esclavage et pratiques analogues à l'esclavage au Niger. Une référence dans le domaine de la sensibilisation et l'éducation civique des populations rurales, notamment dans la lutte contre l'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage au Niger, Timidria dispose d'une audience accrue auprès de ces populations nomades et semi-nomades où des violations des droits humains sont quotidiennes et constantes par le simple fait de leur éloignement et isolement du centre urbain. Et dans le cadre de la commémoration de la 2e édition de la Journée nationale de mobilisation contre la traite de personnes et l'esclavage, des activités ont déjà débuté depuis le 22 septembre dernier par des débats télévisés préenregistrés qui seront diffusés le 28 septembre. Actuellement, une caravane de sensibilisation sur la traite des personnes sillonne les départements de Matamei et Magaria.
Au cours de 3 jours des travaux, les parajuristes, les membres de Timidria et personnel seront formés sur le mécanisme nationaux et régionaux ainsi que les traités internationaux relatifs à l'esclavage ratifiés par le Niger. Fin hier après-midi, dans les locaux de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, d'un renforcement de capacité des arbitres nigériens, une activité conduite par des instructions de la Fédération, des instructeurs plutôt de la Fédération internationale de football association, la FIFA. L'activité s'est achevée sur une note générale de satisfaction, nous rapportent nos reporters Sadou Doumi et Ibrahim Abdou Tikir. Au cours de la séance de clôture de ce cours MA destiné aux arbitres d'élite, les participants ont adressé leurs remerciements aux instructeurs FIFA pour le partage d'expériences dont ils ont tous bénéficié. Satisfait, je dirais oui. On a profité durant ces 5 jours. On a appris beaucoup de choses. Je remercie les instructeurs qui nous ont permis d'assister à ce cours. Et là, ce cours nous a permis d'avoir beaucoup de choses et nous permettre aussi d'avoir des notions sur les lois du jeu. Puisque maintenant à l'international comme à la FIFA, il y a beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements sur les lois du jeu. Du 20 au 25, on a pu participer au cours MA destiné aux arbitres d'élite de la Fédération nigérienne de football. Donc, durant toute cette période, on nous a appris tant de choses, principalement sur les modifications et sur les clarifications concernant les lois du jeu. Donc, comme il y a eu beaucoup de clarifications, c'est sur ça principalement que le cours s'est déroulé. À son tour, le secrétaire général de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a invité les arbitres à continuer le travail pour parfaire leurs connaissances en vue de hisser l'arbitrage nigérien. Vraiment, nous vous encourageons. Il n'y a aucune raison pour que cela ne marche pas. Nous avons eu des retours très positifs de vos encadreurs. C'est dire que l'on peut croire en vous. La seule chose, c'est que vous continuez à croire en vous et vous continuez surtout à travailler. C'est un satisfait total, a indiqué Mme Rosaline, instructrice FIFA, qui a salué le dévouement des arbitres nigériens pendant la formation. Si vous voulez aller au haut niveau, aujourd'hui, la FIFA et la CAF retiennent les meilleurs des meilleurs. Comme je le disais, ils veulent la crème de la crème et les meilleurs des meilleurs. Et pour atteindre ce niveau, vous devez travailler 2 fois plus dur. Vous devez avoir des ambitions. Vous devez avoir des objectifs. Ce cours MA destiné aux arbitres d'élite du football est organisé par la Commission centrale des arbitres de la FENIFOOT sous la supervision des instructeurs de la FIFA. La balle est désormais dans le camp des arbitres nigériens pour qu'ils mettent en application sur le terrain les connaissances acquises. Voilà, la partie magazine à présent, elle est consacrée, comme je vous le disais, au point de presse animé ce matin. La conférence plutôt de presse animée ce matin par le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Maman Ousmane, et son avocat, Maître Lirwana Abdraman, relativement à la requête qu'ils ont introduite au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO pour demander l'annulation des résultats du second tour de l'élection présidentielle des mois derniers ici au Niger. Très bonne réception et bonne suite des programmes. Je voudrais tout d'abord apporter une précision. Si vous vous souvenez bien, mesdames et messieurs de la presse, la dernière fois que j'avais communiqué, c'était le 22 mars 2021, avec vous, mesdames et messieurs de la presse, et à travers vous, évidemment, l'opinion nationale et internationale, à Africa Hall. Et depuis, vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas vu. Mais déjà à Africa Hall, j'avais annoncé
que nous avons pris la décision de rejeter les résultats du second tour qui avait été annoncé à l'époque et que nous allons exercer des recours juridiques, judiciaires. Nous allons aller au contentieux, ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime et c'est fondé. D'autant plus que les uns et les autres, aussi bien les citoyens nigériens qui ont été appelés à exercer leurs droits, que les observateurs nationaux et internationaux, tout le monde a observé et constaté la manière dont ces élections se sont déroulées. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas du genre de mauvais perdant, comme on dit. J'ai toujours été légaliste, mais j'ai toujours été un résistant à l'injustice, aux violations des droits, aux violations des libertés individuelles et collectives. Oui, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1980, j'étais encore un jeune fonctionnaire, que je résistais contre les injustices, les inéquités, en m'adressant aux juridictions compétentes. Et Dieu merci, j'ai toujours fini par avoir raison. Si vous ne m'aviez pas entendu jusqu'ici, c'est parce que j'ai choisi cette voie de droit. Recours au niveau de la Cour constitutionnelle, mais recours aussi au niveau des autres institutions qui vont au-delà, c'est-à-dire des institutions internationales, telles que la Cour de justice de la CEDEAO, qui est compétente sur un certain nombre de matières dans lesquelles nous avons relevé et constaté des violations avérées, que nous avons relevées, documentées avec l'aide de nos conseils et soumises. Et nous espérons que le droit sera dit. Le droit sera dit pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce recours-là est d'une importance capitale. Non pas pour moi, non pas pour ma modeste personne, parce que je ne lutte pas pour moi-même. S'il s'agit de moi-même ou de ma modeste personne, non, la question ne se poserait pas de cette manière-là. Mais il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit des citoyens nigériens qui se sont mobilisés et qui ont exprimé des choix et qui constatent avec moi que leurs choix ont été, disons, trafiqués. Leurs droits ont été violés. Je ne suis pas du genre à tolérer ou à supporter ou à abandonner. Je suis droit dans mes bottes. Mais aussi, la nation nigérienne a besoin d'être construite sur des bases d'un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui sont unanimement reconnues. La démocratie, la vraie, la liberté, les droits humains, la paix, la sécurité et le développement. Or, ces valeurs ne peuvent pas avoir lieu tant que nous sommes dans un contexte d'injustice, d'insécurité et de mauvaise gouvernance, avec des prédations des fonds publics, entretenant le pays dans une situation de dernier pays de la planète sur plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc cette requête, ce recours, ce n'est pas personnel,
Non. Notre victoire, ce n'est pas ma victoire à moi tout seul. C'est notre victoire. C'est la victoire du peuple nigérien souverain. Et nous n'entendons pas que cette victoire soit à nouveau volée. Voilà les motivations. Il est important, si nous voulons conserver un pays démocratique, un pays qui se construit pour aller à un état d'une véritable nation, un pays où le droit des uns et des autres est respecté, un pays de justice, un pays de paix, un pays où il fait bon vivre. Nous devons lutter en suivant justement ces voies de droit qui sont prévues par non seulement nos lois internes, mais aussi notre constitution, ainsi que les différents accords et traités internationaux auxquels notre pays a souscrit, qui ont valeur de loi dans notre pays. C'est pour cela que notre réclamation, nous allons la poursuivre. Je sais qu'il y a des rumeurs qui sont distillées. J'ai tenu à être présent aux côtés de notre Conseil pour confirmer à vous, mes chers compatriotes, mais aussi à l'opinion nationale et internationale, que nous sommes dans cette voie-là. D'ailleurs, les différents observateurs internationaux qui sont venus, qui ont observé ces élections-là, mais ont tous dit, oui, bon, les élections se sont déroulées dans... S'il y a des contestations, eh bien, il faut suivre les voies et les procédures définies par la loi. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, s'il n'y a pas de violation, s'il n'y a pas de... Pourquoi parler de contestation? Hein? Comment parler de quelque chose qui n'existe pas ou que vous n'avez pas constaté? Hein? Donc ça veut dire qu'eux-mêmes reconnaissent qu'il y a eu ces insuffisances-là, là où ils ont été. Soit ils l'ont constaté, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Ce sont des observateurs. La responsabilité nous revient. La responsabilité revient au peuple nigérien d'exiger ses droits. Oui. La deuxième raison, c'est la nécessité et l'opportunité de soutenir ce recours. Parce que, mes chers amis, mes chers compatriotes, si vous regardez autour de nous des différents pays frères et amis qui sont aujourd'hui confrontés à de nombreuses difficultés, à des instabilités à n'en plus finir, mais ils ont tous le même substrat en partage. C'est les violations des constitutions, c'est les mandats qui sont indéfiniment reconduits, ce sont les manipulations des constitutions, les manipulations des lois électorales, ainsi que les trafics de l'expression des suffrages populaires. Ce sont ces éléments-là qui conduisent à des crises larvées, des fois des crises ouvertes et des fois des coups d'État violents avec des dégâts évitables à mon avis. Ils peuvent être évités dans la mesure où les uns et les autres peuvent être en mesure de respecter la loi. Mais le refus, justement, de respecter les règles du jeu conduisent à des situations comme ça. Je ne vais pas faire du tort à des pays voisins ou amis, mais tout le monde a suivi l'évolution de la situation en Centrafrique. Tout le monde a suivi l'évolution de la situation de notre voisin immédiat, le Tchad, où c'est le jour même où a été annoncé que le président candidat a gagné les élections dès le premier tour.
C'est ce même jour-là qu'il a été tué. Notre autre voisin, le Mali, vous avez suivi aussi ce qui s'est passé. Des élections se sont déroulées. Les premières. Ensuite, de nouvelles élections ont suivi, avec également des tripatouillages des lois et des règles du jeu, conduisant à, je crois, l'adoption d'un certain nombre d'élus que les citoyens ont considéré que c'est indu. Une trentaine, je crois, de députés à l'Assemblée nationale, dont une partie de la population a considéré que ce n'est pas représentatif, c'est illégal, c'est en violation des textes. Bon, crac, boum, la force a été utilisée. Et puis, nous avons vu ce que nous avons vu. Et jusqu'ici, ça continue. On a entendu même parler d'un certain nombre d'expressions de coup d'État dans coup d'État. En Guinée, la même chose. Premier mandat, organisé dans des conditions que tout le monde a suivies. Deuxième mandat, là aussi la même chose. Puis, modification constitutionnelle, modification des lois électorales, contestation, crac boum. Et puis, voilà, ça a fait quelques mois. Et à la surprise générale, encore que certains disent que c'était prévisible, Dieu seul sait. Alors, mes chers amis, moi je suis de ceux qui pensent que nous devons lutter pour éviter à notre pays de se retrouver dans des situations plus difficiles qu'il ne se trouve actuellement. C'est pour cela que nous avons le devoir et la responsabilité de faire en sorte que les voies de droit soient respectées. Voilà, en quelques mots, je ne rentre pas dans l'aspect substantif du dossier. Nous avons promis de choisir cette voie de contentieux judiciaire autorisée par les lois nationales et internationales. Nous l'avons fait, nous sommes en train de le faire et nous sommes droits dans notre botte. Et nous continuons. Je vais passer la parole à notre avocat qui va vous dire, comme il a eu à le faire par le passé, l'état d'avancement de ce dossier. La Cour est munie de tous ces éléments. La Cour est munie de tous les procès-verbaux que nous avons contestés, qui sont 5154, qui, au regard de ces PV-là qui sont irréguliers, si la Cour se prononce et les annule, le candidat Mahamadou Ousmane, comme nous l'avons dit auparavant, est gagnant de ces élections, loin des chiffres qui ont été donnés par cette CENI. Alors, les preuves sont factuelles. Les motifs invoqués sont fondés. Et je vous dis ici que moi j'ai la ferme conviction que la Cour va prononcer des sanctions sur la violation des droits de l'homme et sur les discriminations. Mais est-ce que nous sommes prêts ici à mettre en œuvre la décision qui sera issue de la Cour de justice de la CEDEAO? Est-ce que quand la Cour va dire il y a violation des droits de l'homme ici, il y a discrimination lorsqu'on a fait substitution des membres du bureau de vote, il y a violence parce qu'à un moment donné les urnes ont été braquées, usurpées et les procès-verbaux ont été remplis? Parce que, au regard de la réponse donnée par l'État du Niger, c'est vide. Je ne vais pas rentrer dans ces réponses-là. Mais je vais retenir quelque chose pour vous dire que l'État du Niger a reconnu effectivement qu'il y a eu braquage, justement sur ce point. Mais l'État du Niger répond pour dire que c'est les terroristes qui ont braqué les urnes. Et ils sont à la recherche de ces terroristes-là. C'est pour vous rassurer que notre dossier est un dossier fondé qui tient
il a amené l'État du Niger à faire des gros mensonges sur lesquels on ne va pas parler ici, qui nous donnent l'espoir qu'on n'a pas eu tort d'attendre cette réponse-là pour voir ce que l'État du Niger va dire. Alors, sans abuser de vos instants, je tiens à vous repréciser que personnellement, j'ai la ferme conviction que la Cour va faire des condamnations sur plusieurs aspects de violation des droits de l'homme et de la discrimination. La seule chose, c'est que nous soyons debout. Que la Cour constate que, effectivement, ce n'est pas le candidat Mohamed Ousmane et son avocat qui sont là seulement derrière ce dossier. C'est tous les électeurs qui ont choisi par la modeste personne du candidat Mohamed Ousmane le changement. Et nous allons mettre toute l'institution de la CEDEAO face à sa responsabilité. Elle qui condamne la violence en matière de contestation des élections. Elle qui condamne les coups d'État. Voilà des acteurs qui ont choisi la voie privilégiée par la CEDEAO qui est le recours légal devant les juridictions constituées. Et que le dossier est fondé. On fait comment? Alors, j'ai dit que je suis persuadé sur les condamnations, mais je ne sais pas précisément sur les conséquences. C'est-à-dire, pour aller droit au but, si aujourd'hui la CEDEAO dit, la Cour de justice de la CEDEAO dit, au regard des procès-verbaux que nous avons examinés, ils ne remplissent pas les conditions légales pour leur validité. Je les annule. L'autre candidat va perdre 900 000 voix. Le candidat Mohamed Ousmane ici va perdre un peu moins de 100 000 voix. Et les calculs sont faits. Et si la Cour dit c'est lui qui a gagné et il doit regagner son siège, ce n'est pas la Cour qui va venir ôter l'autre pour que celui-là se mette. C'est à nous de le faire. Et c'est pour cela que nous avons tenu de vous rendre compte, parce que nous sommes à une étape où il faut rendre compte, parce que le candidat ici présent, moi-même, vous tous, chacun a une seule voix. Donc c'est l'ensemble des voix qui ont voté le changement que nous défendons ici. Alors, enfin, c'est pour vous dire d'être prêts. On aura la victoire, mais on va l'arracher. Je ne veux pas présager de ce que la Cour va dire, mais je vous demande d'être prêts, parce que le combat, c'est encore demain. J'ai conseillé à l'opposition de faire elle-même son entrée politique qu'elle va vous annoncer, parce que le combat va commencer à partir du moment où nous avons la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui est nous notre légalité et qui va faire tomber leur légalité. Enfin, je tiens à vous dire que la principale défense a consisté à dire que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas compétente. Je voulais vous rassurer que c'est répondre pour répondre à ce point. La Cour de justice de la CEDEAO a déjà contredit ou annulé d'une manière ou d'une autre, dans un exemple, une décision, un arrêt du Conseil d'État de la République du Niger. C'est une requête du président Djibril Baré dans un contentieux d'élection à la chefferie traditionnelle où certains électeurs ont été écartés. Ils n'ont même pas eu le droit d'être candidats. On dit qu'ils ne sont pas éligibles. L'arrêt du Conseil d'État a dit que c'est vrai, ils ne sont pas éligibles. Djibril Baré a attaqué. La Cour de justice de la CEDEAO les a restitués dans leurs droits. Donc, c'est le même niveau de degré de juridiction. Ce sont des juridictions au niveau interne. Quand elles rendent des décisions, elles sont sans recours. Mais nous avons... Pardon? C'est les candidats qui ont attaqué. Nous avons un exemple clair où
une décision d'une juridiction suprême au Niger a fait l'objet de révision ou d'annulation par des candidats à une élection à la chefferie traditionnelle qui ont été écartés. Donc, en un mot, soyons prêts. Nous avons plein espoir dans ce dossier, mais la lutte va continuer à partir du jour où nous allons avoir une décision. Je vous remercie.